Ravi de vous retrouver, chers auditeurs et spectateurs. Troisième émission d'une longue série qui est basée sur la marchandisation de l'être humain. Et nous étions précédemment sur ce livre, L'avenir de la nature humaine. Allons-nous vers un eugénisme libéral? C'était la question. Qui dit eugénisme inscrit une sélection, un tri entre ceux qui méritent de vivre et les autres qu'on efface. Et derrière, eh bien, interroge sur la morale. Et dès le début du livre, nous étions sur la métaphysique, sur l'idée de pouvoir statuer ou non du bien et du mal. Et finalement, les philosophes qui ont échoué à cette mission, puisque maintenant, dans la modernité, eh bien, ils ont disparu et laissé place à un autre système. Après, ça nous a conduit finalement au besoin d'existentialisme, d'un bien commun aussi, le pouvoir être soi-même, et pour ce faire, se déployer dans un cadre qui est accueillant. Et on a eu Kierkegaard, Sartre et bien d'autres qui nous ont offert une appréciation, et même si au sein de l'existentialisme, des courants s'affrontent entre ceux qui voient dans la nature humaine une bonté et finalement quand on se sépare des gouvernements, on s'en ramène à moins de corruption et à plus d'humanité, quand pour d'autres, eh bien, on s'en ramène toujours au péché puisque l'homme est incontrôlable et inarrêtable, voyez-vous, dans sa course à la jalousie, à l'orgueil, à la corruptibilité, à bien d'autres choses. Il y avait tout de même cette idée de la structure du pouvoir être soi-même, et en tant qu'être historiques sociaux, on a vu qu'on a toujours été formé, influencé et construit par le langage. Alors là, on parle du langage dans un premier temps communicationnel, celui avec lequel on transmet les informations et où l'on peut faire commerce, société, se mettre en accord sur des lois, des droits, des redistributions et bien d'autres choses, à cette ère moderne qui, elle, nous offre accès à un nouveau langage qui était jusque-là imperceptible, celui de la biologie, que ce soit pour la plante, l'animal, l'humain. Aujourd'hui, on est capable, par les dépistages et les mises en culture, par exemple, en laboratoire, de lire les différentes lettres qui composent les rubans de vie, c'est-à-dire ni plus ni moins le code génétique. Et là, la question s'est posée de pouvons-nous intervenir ou non sur le génome sans risquer des tas d'atrocités. Après, il y a eu aussi l'idée de l'homme qui devient objet et qui pourrait être dépassé même par sa création, que serait l'intelligence artificielle par exemple, celle qui serait consciente, des nouveaux génies et bien d'autres choses. Et après on a vu les interventions sur l'ADN dès 1973, les eugénismes donc libérales qui ne connaissent pas de frontières, l'universalité de l'espèce et du genre, on abolit les différences des hommes et des femmes, on se conduit à la technicisation où la finalité de tout ça, eh bien, c'est PMA, GPA, ectogenèse. Et je vous avais aussi fait, voyez-vous, les frontières à ne pas franchir par l'effacement de l'homme. Et après, tout un tas de prospectives qui pouvaient aller avec entre le software logiciel et l'hardware, le matériel. L'humain qui serait reset, remis en mode usine, et que l'on renverrait non plus à la personne qui est dans le corps, à l'esprit et l'âme, mais uniquement à du biologique qui servirait de supercalculateur ou de bien d'autres choses d'ailleurs. Après, on a eu quoi d'autre? On a eu l'idée que l'impact produit sur la composition d'un génome humain ne se distingue pas de manière essentielle de l'influence qui peut être exercée sur l'environnement d'une personne au cours de sa croissance. Et on a bien soulevé l'importance de ne pas dépendre des autres. Vous voyez, si un humain se met en totale dépendance d'un autre, eh bien à ce moment-là, il est déjà sorti de sa condition et il est dans le non-être. Et après, il y avait d'autres développements, mais là que je n'ai plus en tête, ni dans les petits écriteaux. Et je vous propose, pour continuer sur l'homme qui devient un objet, ou qui ne se différencie plus en tout cas de ce qui est commercialisable, de produits manufacturés ou à chaque bout de chaîne, on intervient sur le packaging, sur l'intérieur, sur la durabilité du produit, ou bien, comme c'est le cas aujourd'hui dans les électroménagers, ils inscrivent une obsolescence dans le programme. Alors on se pose la question de, y a-t-il un piratage des êtres vivants pour les rendre dans une obsolescence à un moment, leur vendre une solution, ou bien les effacer au plus vite et produire de nouvelles séries
pour les consommateurs de demain. Donc des consommateurs d'êtres humains, ça paraît assez étrange, mais l'humain en pièces détachées a son importance. On en avait parlé dans les trafics d'organes, dans d'autres encore affaires plus sordides ou du même rang, ceux qui abusent par exemple des enfants, ce genre de choses. Et après on était parti aussi sur le principe de population, qui est d'ailleurs une autre série à part. Et bien aujourd'hui je vous propose ce livre, alors je ne sais pas si vous allez le voir correctement, Jean Baudrillard, La société de consommation, qui va nous mettre le pied à l'étrier pour la suite, où là on abordera véritablement les envies de bébé à la carte, d'humains détachables. Hop, on prend cette pièce, et on en assemble un Frankenstein de ce docteur, un être nouveau, voire, comme c'est le cas pour Frankenstein et son œuvre, une chimère. Un mélange de différentes espèces animales, humaines et ce que vous voulez. Alors, la page 17 nous conduit au premier chapitre, la liturgie formelle de l'objet. Il y a aujourd'hui, tout autour de nous, une espèce d'évidence fantastique de la consommation et de l'abondance, constituée par la multiplication des objets, des services, des biens matériels, et qui constitue une sorte de mutation fondamentale dans l'écologie de l'espèce humaine. À proprement parler, les hommes de l'opulence ne sont plus tellement environnés, comme ils le furent de tout temps, par d'autres hommes que par des objets. Leur commerce quotidien n'est plus tellement celui de leurs semblables que, statistiquement, selon une courbe croissante, la réception et la manipulation de biens et de messages, depuis l'organisation domestique très complexe et ses dizaines d'esclaves techniques, jusqu'au mobilier urbain et toute la machinerie matérielle des communications et des activités professionnelles, jusqu'au spectacle permanent de la célébration de l'objet dans la publicité et les centaines de messages journaliers venus des masses médias, du fourmillement mineur des gadgets vaguement obsessionnels jusqu'au psychodrame symbolique qu'alimentent les objets nocturnes qui viennent nous hanter jusque dans nos rêves. Et c'est vrai que fut des époques, c'était plus le naturel, l'animal, ce que l'on avait vécu dans sa journée avec les autres êtres humains, qui nous faisait nos rêves et qui nous animait à être organisés dans une société, dans un groupe humain qui se structure pour manger, se divertir, et ce genre de choses. Aujourd'hui, beaucoup d'objets sont quand même présents partout. On pense même maintenant à l'Internet des objets connectés, où les gens viennent à parler à leur mobilier, ce qu'on appelle la domotique, pour que les volets s'ouvrent, pour que la lumière s'éteigne, ou bien encore que l'enceinte connectée leur donne une définition ou active une musique. Tout ça, c'est arrivé par l'omniprésence de la consommation de l'objet, qui est à la fois du matériel et aussi un service. Les deux sont maintenant joints et sont partout, jusque dans les rêves. On pense aux gamins, pareil, leurs dessins animés aujourd'hui amènent la robotique, l'automatisation, ce genre de choses. Alors plus loin, donc, on voit aussi l'influence des médias de masse, la publicité qui joue sur nos centres d'intérêt et sur la création de besoins nouveaux, avec la conformité. Et là, on le verra plus tard. Les concepts d'environnement, d'ambiance, n'ont sans doute une telle vogue que depuis que nous vivons moins. Au fond, à proximité d'autres hommes, dans leur présence et dans leur discours, que sous le regard muet d'objets obéissants et hallucinants qui nous répètent toujours le même discours, celui de notre puissance médusée, de notre abondance virtuelle, de notre absence les uns aux autres, toujours plus connectés et à la fois dans l'isolement. Et l'intelligence se cache dans les recoins de l'Internet, par exemple, pour laisser place qu'à des phénomènes de clonage, d'automatisme. Voyez-vous, un son, ça y est, c'est une danse, à la trend, comme ils le disent. C'est comme ça fait défiler à tout va. Et il n'y a plus de vraie correspondance entre les humains. Et c'est exactement ce qui est décrit dans ce livre. Comme l'enfant loup devient loup à force de vivre avec eux, ainsi nous devenons lentement fonctionnels nous aussi. Ce qui est ramené à mon développement de l'autre jour. Au vu des flux d'informations que nous avons à faire avec notre quotidien, ne sommes-nous pas nous-mêmes devenus des sortes de machines de traitement d'informations pour en véhiculer et en créer des synthèses, des analyses, ce genre de choses.
Nous vivons le temps des objets. Je veux dire que nous vivons à leur rythme et selon leur succession incessante. C'est nous qui les regardons aujourd'hui naître, s'accomplir et mourir, alors que dans toutes les civilisations antérieures, c'étaient les objets, instruments ou monuments pérennes qui survivaient aux générations d'hommes. Aujourd'hui, on se questionne quelle sera la nouvelle génération de consoles et quelle pourra être encore la suite de l'informatique. Arriverons-nous à ces unités centrales quantiques? Et l'intelligence artificielle, qui pour aujourd'hui n'est qu'algorithme, sera-t-elle demain consciente, tel un homme et un être vivant? Des questionnements qui nous poussent en tout cas à voir la mort d'un objet pour une renaissance en puissance. Les objets donc ne constituent ni une flore ni une faune, pourtant ils donnent bien l'impression d'une végétation proliférante et d'une jungle, où le nouvel homme sauvage des temps modernes a du mal à retrouver les réflexes de la civilisation. Cette faune et cette flore, que l'homme a produites et qui reviennent l'encercler et l'investir, comme dans les mauvais romans de science-fiction, il faut tenter de les décrire rapidement, tels que nous les voyons et les vivons, en n'oubliant jamais, dans leur faste et leur profusion, qu'elles sont le produit d'une activité humaine et qu'elles sont dominées non par des lois écologiques naturelles, mais par la loi de la valeur d'échange. Je cite, « Dans les rues les plus animées de Londres, les magasins se serrent les uns contre les autres, et derrière leurs yeux de verre, sans regard, s'étalent toutes les richesses de l'univers. Châles indiens, revolvers américains, porcelaine chinoise, corsets de Paris, fourrure de Russie et épices des tropiques. Mais tous ces articles, qui ont vu tant de pays, portent au front de fatales étiquettes blanchâtres, où sont gravés des chiffres arabes suivis de la lasonique caractère, LSD, donc pour dire en livres sterling, en shilling, en pence et compagnie. Telle est l'image qu'offre la marchandise en apparaissant dans la circulation. Marx, contribution à la critique de l'économie politique, fin de citation. Alors après, je vous ai mis la page 19 également, la profusion et la panoplie. L'amoncellement. La profusion est évidemment le trait descriptif le plus frappant. Les grands magasins, avec leurs luxuriantes de conserves, de vêtements, de biens alimentaires et de confection, sont comme le paysage primaire et le lieu géométrique de l'abondance. Mais toutes les rues, avec leurs vitrines encombrées, ruisselantes, le bien le moins rare étant la lumière, sans que la marchandise ne serait ce qu'elle est. C'est la lumière, le positionnement, la mise en devanture qui va créer le besoin d'avoir ce produit que l'on a face à nous, et pas un autre. Leur étalage de charcuterie, toute la fête alimentaire et vestimentaire qu'elles mettent en scène, tout stimule la salivation féerique. Il y a quelque chose de plus dans l'amoncellement que la somme des produits, l'évidence du surplus, la négation magique et définitive de la rareté, la présomption maternelle et luxueuse du pays de cocagne. Nos marchés, nos artères commerciales, nos super-prises soniques miment ainsi une nature retrouvée, prodigieusement féconde. Ce sont nos vallées de Shannon, où coulent en fait le lait et le miel, les flots de néon sur les ketchup et le plastique, mais qu'importe. L'espérance violente qu'il y en ait non pas assez, mais trop, et trop pour tout le monde est là. Vous emportez la pyramide croulante d'huîtres, de viande, de poires ou d'asperges en boîte en achetant une parcelle. Donc vous surconsommez par rapport à votre besoin initial. Vous voulez stocker. Vous avez peur de manquer. Là où, c'est écrit dans le livre plus loin, autant des chasseurs-cueilleurs, ils développaient même des fois des outils. Ils cultivaient peut-être un petit peu plus que ce qu'il fallait, mais ils ne l'emportaient pas. Ils le laissaient. Parce que l'avenir réserve toujours de bonnes surprises. Dieu est puissant, et donc pourquoi paniquer à ce point-là? Alors qu'aujourd'hui, la moindre crise que l'on entend, on veut faire des stocks. Il y en a qui ont carrément fait des bunkers. Moi-même, j'ai, on va dire, quelques courses pour quelques semaines, voyez-vous. Alors, non pas forcément par panique, mais aussi par optimisation des prix. On regarde les promotions, on veut faire la meilleure affaire. Eh bien, c'est ce que l'on retrouve dedans, sans forcément vouloir faire des économies, mais par l'idée de manquer, par aussi l'image qui est renvoyée. Le marketing est très fort. Ne serait-ce que un peu de lumière et c'est bon. Aujourd'hui, il y a même certains magasins qui ont des diffuseurs d'odeurs, qui mettent des musiques
ou encore créer des parcours dans leur rayon afin que vous consommiez plus. Et il y a même eu comme ça le neuromarketing qui utilisait des lunettes, donc qui les faisait mettre aux clients en échange de rémunération pour voir où leurs yeux se baladaient, quelle couleur impactait le plus, quels mots, on va dire, pouvaient, voyez-vous, les noms de marques ou autres, attirer plus le regard, et où, sur quel positionnement et compagnie, pour bien créer des consentements sans qu'on en ait conscience vraiment. Vous achetez la partie pour le tout. Et ce discours métonymique, répétitif de la matière consommable, de la marchandise, redevient par une grande métaphore collective, grâce à son excès même, l'image du don, de la prodigalité inépuisable et spectaculaire qui est celle de la fête. Au-delà de l'entassement, qui est la forme la plus rudimentaire, mais la plus répugnante de l'abondance, les objets s'organisent en panoplie ou en collection. Presque tous les magasins d'habillement, d'électroménager, etc. offrent une gamme d'objets différenciés qui s'appellent, se répondent et se déclinent les uns les autres. Et c'est là où on renvoie à différentes marques, vous voyez, par catégorie de potentiel financier, on va dire de ménagères, qui peuvent soit au premier prix avoir, voyez-vous, quelque chose de rudimentaire. En classe moyenne, ça accède à la semi-qualité, et puis les très riches, c'est dans le bien. Par exemple, les enceintes, ça pourrait faire Bose, JBL, puis après une marque, on va dire, voyez-vous, en dessous. Pour les téléviseurs, pareil. Il y a ceux qui vont être en 4K, puis les autres qui sont restés en LED, LCD, quelque chose comme ça, et compagnie. Et on peut faire plein de différenciations, on va dire, sur l'électroménager, ce genre de choses. Alors, hop, on va aller à la page numéro 29. Donc là, on a le mythe du cargo qui nous est raconté. Les biens de consommation se proposent ainsi comme de la puissance captée, non comme des produits travaillés. Et plus généralement, la profusion des biens est ressentie une fois coupée de ses déterminations objectives, comme une grâce de la nature, comme une manne et un bienfait du ciel. Les Mélanésiens, encore eux, ont développé ainsi au contact des Blancs un culte messianique, celui du cargo. Les Blancs vivent dans la profusion, eux n'ont rien. C'est parce que les Blancs savent capter ou détourner les marchandises qui leur sont destinées à eux, les Noirs, par leur ancêtre retiré aux confins du monde. Un jour, une fois mis en échec la magie des Blancs, leurs ancêtres reviendront avec la cargaison miraculeuse et ils ne connaîtront plus jamais le besoin. C'est l'idée que parce que leurs ancêtres apparemment ont été enlevés, il n'y a pas d'histoire d'aventure, ils ne sont pas partis d'eux-mêmes, non, eh bien les Blancs leur seront redevables. Voilà où ils excellaient dans la création de produits. Alors regardons plus loin. Ainsi, les peuples sous-développés vivent-ils l'aide occidentale comme quelque chose d'attendu, de naturel, qui leur était dû depuis longtemps. Donc nos envois de dons en argent, de dons en vêtements, de création de puits là où il n'y en a pas, de construction d'écoles pareillement là où il en manque, de tonnes d'alimentation sont perçues comme quelque chose que l'on leur doit. On est redevable envers eux. Alors que leurs gouvernants, par exemple, ont signé des contrats pour les terres rares, le pétrole, dont ils ne savent comment l'utiliser et ni comment l'extraire aussi, ils manquent de toutes ces capacités, c'est grâce aux Blancs qu'ils peuvent aujourd'hui réclamer un peu de dû sur ce qui leur est récupéré. Parce qu'il faut rappeler que eux, ils sont assis dessus depuis des siècles. Ils en ont rien fait. Puis il a fallu que le monde occidental débarque pour qu'ils s'aperçoivent en fait qu'au vu des progrès par les Occidentaux, on pouvait en avoir une utilisation pour faire de l'informatique, des voitures, s'en servir pour des éoliennes, de l'énergie verte et bien d'autres choses encore. Même si je cautionne pas les éoliennes qui polluent. Mais ils se sont rendus compte qu'il y avait un énorme potentiel de tout cela. Ils étaient assis dessus depuis des années, ils ne savaient pas comment l'extraire ni comment l'utiliser. Et voilà que les Blancs arrivent et savent le faire par les ingénieurs, puisque tous les Blancs ne sont pas des têtes non plus, voyez-vous. On ne peut pas faire une différence de race, de caste, tout ce que vous voulez. Mais ils s'aperçoivent que là, il y a un intérêt en fait à les utiliser. Et donc à nouveau, ils vont être dans l'envie et dans la dénonciation. Au lieu de récupérer le pouvoir sur leur territoire, ils vont toujours se faire passer pour victimes. Là où leurs gouvernants
sont en corruption totale, détournent les fonds et eux continuent leur voyage et ne sont jamais montrés du doigt, il faut toujours dire le méchant blanc. D'accord ? Le même blanc qui, la plupart du temps en Occident en majorité, n'a pas du tout ce rapport de force avec eux, ne profite pas du tout de l'exploitation minière et de bien d'autres ressources encore. Hein, il vit durement, comme c'est mon cas et bien d'autres encore. On est obligé de travailler pour subvenir à notre besoin. On n'a pas un revenu universel qui tombe. Eh bien, voyez-vous, ces gens-là vont nous accuser, nous. Alors que la majorité a au moins fait un don dans sa vie, même plusieurs dons pour, on va dire, aider le tiers-monde. N'hésite pas, par les agriculteurs, à avoir une partie de leurs ressources qui sont, on va dire, prises à un moindre prix pour être envoyées là-bas, afin qu'ils ne crèvent pas de faim. Parce que là-bas, c'est famine, dans beaucoup de pays. Alors, je ne vois pas en quoi on est coupable. Beaucoup d'Occidentaux, on pense même, les Américains, là, ils ont des grands influenceurs qui vont carrément faire des centaines de puits en Afrique, et vont être montrés comme des profiteurs. Et je peux vous raconter aussi tous les envois de crayons, voyez-vous, de matériel plutôt pour l'école, que les Européens envoient comme les Américains. Mais apparemment, c'est nous les méchants dans l'histoire. Oui, malgré toutes les insultes, même des nouveaux arrivants, leurs crimes, etc., on n'a pas perdu la main à être dans, voyez-vous, la bonté. On continue, parce que vous le voyez très bien, c'est pas les Western Union qui permettent à ces gens-là de vivre. La plupart des Western Union, c'est plutôt pour ceux qui veulent un peu la vie d'Aloca là-bas. Très rares sont ceux qui vont envoyer de l'argent qui servira aux plus pauvres. C'est tout, c'est ce qu'il faut dire. Ça sert majoritairement à blanchir de l'argent, à des trafics, à ce genre de choses. Donc c'est incroyable. C'est là qu'on voit qu'il y a toute une propagande par le langage, entre autres. Donc on observe comme une médecine magique ce rapport avec l'histoire, la technique, le progrès continu et le marché mondial. Mais si on y regarde d'un peu plus près, les miraculés occidentaux de la croissance ne se comportent-ils pas collectivement de la même façon ? La masse des consommateurs ne vit-elle pas la profusion comme un effet de nature, environnée qu'elle est par des fantasmes du pays de cocagne, et persuadée par la litanie publicitaire que tout lui sera donné d'avance et qu'elle a sur la profusion un droit légitime et inaliénable. La bonne foi dans la consommation est un élément nouveau. Les nouvelles générations sont désormais des héritières. Elles héritent non plus seulement des biens, mais du droit naturel à l'abondance. Et là où Macron a dit « ça y est, c'est fini l'abondance, nous sommes en guerre ». Ainsi revit en Occident le mythe du cargo, tandis qu'il décline en Mélanésie. Car même si l'abondance se fait quotidiennement et banale, elle reste vécue comme miracle quotidien, dans la mesure où elle apparaît non comme produite et arrachée, conquise au terme d'un effort historique et social, mais comme dispensée par une instance mythologique, bénéfique dont nous sommes les héritiers légitimes. La technique, le progrès, la croissance, etc. Là où la science est en abondance, où le confort avoisine son paroxysme, eh bien l'homme se dit que c'est tout à fait normal, que c'est un dû de la nature après tant de difficultés au champ, à travailler avec les bêtes, à être dans l'élevage, à être également, voyez-vous, en nomade. C'est à peu près ça la chose. Cela ne veut pas dire que notre société ne soit d'abord objectivement et de façon décisive une société de production, un ordre de production, donc le lieu d'une stratégie économique et politique. Mais cela veut dire que si enchevêtre un ordre de la consommation, qui est un ordre de manipulation de signes, dans cette mesure, un parallèle aventureux sans doute peut être tracé avec la pensée magique, car l'un et l'autre vivent de signes et à l'abri des signes. De plus en plus d'aspects fondamentaux de nos sociétés contemporaines ressortissent à une logique de signification, à une analyse des codes et des systèmes symboliques. Elles n'en sont pas pour autant des sociétés primitives et le problème de la production historique de ces significations et de ces codes reste entier. Cette analyse devant s'articuler sur celle du procès de la production matérielle et technique comme son prolongement théorique. Et à la page numéro 31, on arrive donc, le cargo ou la catastrophe, c'est toujours un effet de vertige consommé. On peut dire, c'est vrai, que ce sont nos fantasmes, alors
qui viennent se signifier dans l'image et s'y consommer. Mais cet aspect psychologique nous intéresse moins que ce qui vient à l'image pour y être consommé et refoulé à la fois. Le monde réel, l'événement, l'histoire. Ce qui caractérise la société de consommation, c'est l'universalité du fait divers dans la communication de masse. Toute l'information politique, historique, culturelle est reçue sous la même forme, à la fois anodine et miraculeuse, du fait divers. Elle est tout entière actualisée, c'est-à-dire dramatisée sur le mode spectaculaire, et tout entière inactualisée, c'est-à-dire distanciée par le médium de la communication et réduite à des signes. Le fait divers n'est donc pas une catégorie parmi d'autres, mais la catégorie cardinale de notre pensée magique, de notre mythologie. Cette mythologie s'arc-boute sur l'exigence d'autant plus vorace de la réalité, de vérité, d'objectivité. Partout, c'est le cinéma vérité, le reportage en direct, le flash, la photochoc, le témoignage document, etc. Partout, ce qui est recherché, c'est le cœur de l'événement, le cœur de la bagarre, le in vivo, le face-à-face, le vertige d'une présence totale à l'événement, le grand frisson du vécu. C'est-à-dire, encore une fois, le miracle, puisque la vérité de la chose vue, télévisée, magnétisée sur bande, c'est précisément que je n'y étais pas, mais que pour autant, j'y assiste, comme si j'y étais. Mais c'est plus vrai que vrai. Oui, c'est le plus vrai que vrai qui compte. Autrement dit, le fait d'y être sans y être. Autrement dit encore, le fantasme. 33. Par la même occasion, nous pouvons définir le lieu de la consommation. C'est la vie quotidienne. Il y a un autre écrivain qui nous disait que les supermarchés, enfin hypermarchés même, sont devenus des temples. On a, vous savez, les grands Leclerc, les Auchan, avec après leur superficie intérieure pour les boutiques. Eh bien, c'est devenu des temples. À la fois pour aller dans des salons de thé, ils font également des poses d'ongles dans certaines grandes surfaces. Il y a des shoppings en tout genre, vêtements, produits de beauté, hygiène et tout ce que l'on veut en fait. Les gens, quand ils vont dedans, ils peuvent même manger. Il y a des endroits où ils peuvent s'alimenter. Donc ça répond à tous les besoins. Enfin, tous les besoins de personnes prises dans cette dimension en tout cas, d'une vie quotidienne. Cette dernière n'est pas seulement la somme des faits et gestes quotidiens. La dimension de la banalité et de la répétition, c'est un système d'interprétation. La quotidienneté, c'est la dissociation donc d'une praxis totale en une sphère transcendante, autonome et abstraite, du politique, du social, du culturel, et en la sphère immanente, close et abstraite du privé. Travail, loisirs, famille, relations, l'individu réorganise tout cela sur un mode involutif, en deçà du monde et de l'histoire, dans un système cohérent, fondé sur la clôture du privé, la liberté formelle de l'individu, l'appropriation sécurisante de l'environnement et la méconnaissance. La quotidienneté est, au regard objectif de la totalité, pauvre et résiduelle. Mais elle est par ailleurs triomphante et euphorique dans son effort d'autonomisation totale et de réinterprétation du monde, à usage interne. C'est là que se situe la collusion profonde, organique, entre la sphère de la quotidienneté privée et des communications de masse. La quotidienneté comme clôture, comme, donc là après le mot allemand Verborgenheit, serait insupportable sans le simulacre du monde, sans l'alibi d'une participation au monde. Il lui faut s'alimenter des images et des signes multipliés de cette transcendance. Sa quiétude a besoin, nous l'avons vu, du vertige de la réalité et de l'histoire. Sa quiétude a besoin, pour s'exalter, de perpétuelle violence consommée. C'est son obscénité à elle. Elle est friande d'événements et de violences, pourvu que celle-ci lui soit servie chambrée. Caricaturalement, c'est le téléspectateur relaxé devant les images de la guerre du Vietnam, l'image de la télévision comme une vision, voyez-vous, d'une fenêtre inverse, qui donne d'abord sur une chambre, et dans cette chambre, l'extériorité cruelle du monde se fait intime et chaleureuse, d'une chaleur perverse. À ce niveau vécu, la consommation fait l'exclusion maximale du monde.
réel, social, historique, l'indice maximal de sécurité. Elle vise à ce bonheur par défaut, qu'est la résolution des tensions. Mais elle se heurte à une contradiction, celle entre la passivité qu'implique ce nouveau système de valeurs et les normes d'une morale sociale qui, pour l'essentiel, reste celle du volontarisme, de l'action, de l'efficacité et du sacrifice. Alors après, j'avais mis 36. C'est là qu'on arrive à une part des dépenses collectives. En fait, à la gestion, on est dans le cercle vicieux de la croissance, dépenses collectives et redistribution. La société de consommation ne se caractérise pas seulement par une croissance rapide des dépenses individuelles, elle s'accompagne aussi de croissance des dépenses assumées par des tiers, par l'administration surtout, au bénéfice des particuliers et dont certaines visent à réduire l'inégalité de la distribution des ressources qui sont dans la société. Alors, petite pause. Après une demi-heure, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. C'est toujours bienvenu sur la chaîne. Cette part des dépenses collectives satisfaisant des besoins individuels passe de 13% de la consommation totale en 1959 à 17% en 1965. Et j'ai pas fait la recherche pour aujourd'hui, mais je pense que c'est catastrophique. À l'époque, on avait, en 1965, la fraction des besoins couverte par des tiers et d'eux. Donc 1% pour l'alimentation et le vêtement, la subsistance, 13% pour les dépenses de logement, réseau d'équipement de transport et communication, là ce qu'on nomme le cadre de vie, et 67% dans les domaines de l'enseignement, de la culture, des sports et de la santé, soit ce qui était nommé la protection et l'épanouissement de la personne. Ce qui est plutôt de l'ordre du service qui va, en tout cas, former les êtres humains à devenir meilleurs et pourquoi pas à s'activer dans une carrière ou, voyez-vous, à se faufiler dans plusieurs métiers. On observe donc que les dépenses collectives portent plus massivement sur l'homme que sur les biens et équipements matériels mis à sa disposition. De même, les dépenses publiques sont actuellement les plus importantes dans les postes appelés à croître le plus fortement. Mais il est intéressant de noter, avec Lisle, que c'est précisément dans ce secteur où la collectivité assume la plus grosse part des dépenses et qu'elle a si fortement développé que la crise de mai 1968 a éclaté. En France, le budget social de la nation redistribue plus de 20% de la production intérieure brute. L'éducation nationale, à elle seule, absorbe la totalité de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. La disparité violente que dénonce Galbraith entre la consommation privée et les dépenses collectives apparaît ainsi bien plus spécifique des États-Unis que des pays européens. Mais là n'est pas la question. Le véritable problème est de savoir si ces crédits assurent une égalisation objective des chances sociales. Or, il semble clair que cette redistribution n'a que peu d'effet sur la discrimination sociale à tous les niveaux. Donc, finalement, les impôts qui sont mis en place pour supprimer les inégalités et faire en sorte qu'il n'y ait pas plusieurs castes et des exclus de la société, eh bien, ne fonctionnent pas. Malgré qu'à l'époque, on était vraiment axé sur tout ce qui est le sport, la santé, la culture. Quant à l'inégalité des niveaux de vie, la comparaison de deux enquêtes sur les budgets familiaux faites en 1956 et en 1965 ne met en évidence aucune réduction des écarts. On sait les disparités héréditaires et irréductibles des classes sociales devant l'école. Là où jouent d'autres mécanismes plus subtils que les mécanismes économiques, la seule redistribution économique équivaut, très largement, à renforcer les mécanismes d'inertie culturelle. Taux de scolarisation de 52% à 17 ans, 90% pour les enfants de cadres supérieurs, profession libérale et membres du corps enseignant, moins de 40% pour les agriculteurs et ouvriers. Donc, les taxes et les impôts qui ont été effectués pour tous vont favoriser les cadres, toujours, dans l'enseignement. Et on le voit finalement, la nouvelle classe qui apparaît, celle qui travaille pour le gouvernement. Donc les professeurs et on a dit, que je regarde, les professions libérales. Donc profession libérale, c'est les médecins, c'est... qu'est-ce que l'on a d'autre en profession libérale ? Il me semble les avocats qui sont dans cette condition, si je ne dis point de bêtises. Et ce sont principalement des métiers qui nécessitent beaucoup d'études. Donc la collectivité
se mobilisent pour leur payer les études, mais à la fin, on comprend que la collectivité sert à ces gens-là, à leurs descendants, et pareil pour les professeurs et bien d'autres. Dans le supérieur, chance d'accès pour les garçons de la première catégorie, plus du tiers, et de 1 ou 2% pour ceux de la seconde classe. Donc, les ouvriers et les agriculteurs subissent finalement leurs conditions où ils seront amenés à avoir des enfants qui restent également dans une certaine pauvreté et également amenés à faire les mêmes métiers. Ceci dit, ce n'est pas une honte d'être ouvrier ou agriculteur. Ça peut être une fierté de nourrir la nation, ça peut être une envie de reproduire ce que faisaient les parents, c'est pas un problème. Le truc, c'est qu'il devrait y avoir une meilleure redistribution, et pour ces gens-là, je le pense, comme ils servent énormément la nation, et dans les imports-exports, si je puis dire, enfin en tout cas dans la redistribution de richesses sur le territoire, pour donner accès vraiment à une indépendance, et pas être là à quémander, à tendre la main à tout le monde, et à la fois ils étendent, voyez-vous, notre influence par les éleveurs qui font de la très bonne viande française, surtout le bœuf qui est très reconnu, et pour les agriculteurs, le blé et bien d'autres choses qu'on exporte, on devrait leur donner des sortes de fenêtres de pause. Alors, 2 petites secondes. Des fenêtres de pause. Ce que j'entends par là, c'est en dehors des vacances lambda et de quelques chèques qui devraient leur être versés, on devrait leur offrir la possibilité d'avoir des cursus de formation pour, je sais pas, apprendre une langue ou bien être mis dans des cercles qui vont leur servir, notamment pour défendre leurs intérêts. Donc les former à être des sortes de corporatistes, mais indépendants de tout mouvement, on va dire, financier, voyez-vous, de certains intérêts de géants ou de ce genre de choses. Et on devrait leur offrir la possibilité, eh bien, pour d'autres encore, je sais pas, de faire des études éparses, mais qui les amèneraient à des titres, à des diplômes. Oui, mais pas des bacs, pas des masters, pas tout ça, mais des nouvelles formations qui leur permettraient quand même de s'épanouir en des accès, on va dire, accélérés. Voyez, au lieu de faire quelque chose sur 6 mois, eh bien, ils auraient la possibilité, ça ne serait pas une obligation, mais comme un compte pour formation, et rien que pour eux. Puisque on sait que dans les chiffres, déjà de l'époque et actuellement c'est toujours le cas, il y a une telle différence qu'ils ont dû lâcher l'école bien plus vite. Mais ça reste une fierté française, donc offrons-leur la possibilité eh bien de connaître l'histoire de France, d'être dans une condition de comprendre des philosophies, ou vous voyez, plusieurs critères qui leur permettraient eux-mêmes de se former à ce qu'ils ne peuvent exercer, voyez-vous, pendant qu'ils travaillent. Par l'épuisement, en rentrant le soir, ils ne peuvent pas se permettre d'ouvrir un bouquin ou ce genre de choses. Voilà. En tout cas, il y a matière à travailler dessus. Et pareil pour certains ouvriers. Dans le domaine de la santé, les effets redistributifs ne sont pas clairs. Parmi la population active, il pourrait y avoir une absence de redistribution, comme si chaque catégorie sociale s'efforçait au minimum de récupérer ses cotisations. Fiscalité et sécurité sociale, suivons l'argumentation des l'ISL sur ce point, qui nous dit, je cite, « Les consommations collectives croissantes sont financées par le développement de la fiscalité et de la parafiscalité. Au seul titre de la sécurité sociale, le rapport des cotisations sociales à la masse des charges salariales est passé de 23,9 en 1959 à 25,9% en 1967. La sécurité sociale coûte ainsi aux salariés des entreprises un quart de leurs ressources. Les cotisations sociales dites des employeurs pouvant légitimer le côté d'une considération comme un prélèvement à la source sur le salaire, tout comme l'impôt forfaitaire de 5%. Donc après, il continue sur les prélèvements par rapport aux revenus. Il y a voilà, des petites structures qui sont intéressantes. C'est-à-dire que là, on a une explication par rapport aux revenus primaires et moins prélèvement fiscal direct. Et là, on a un petit tableau qui nous montre la consommation élargie des ménages en 1965. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui suit là. La mortalité par catégorie socio-professionnelle. Nombre de survivants à 70 ans pour 1000 à 35 ans. Donc, instituteurs de l'enseignement public, 732 vont arriver à leurs 70 ans. Alors que
Les cadres moyens du secteur public et privé, c'est à peu près aux alentours de 660. Et là, on arrive à ceux qui subissent vraiment. Salariés agricoles, manœuvres, ensemble de la France, y compris groupes non couverts par l'enquête, on est entre 560 et 580, quoi. Voire même pour les manœuvres, c'est 500. Donc, un manœuvre sur deux, quasiment un salarié agricole sur deux, et un ouvrier du secteur privé et public sur deux décède avant 70 ans. Et ceux qu'on entend le plus se plaindre aujourd'hui, les instituteurs de l'enseignement public, les professions libérales, cadres supérieurs par exemple, sont ceux qui vivent le plus longtemps. Donc quelque part, la vie est aussi dépendante de la source de richesse, de la permission de suivre des formations, d'être en université et bien d'autres choses. Parce que durant leurs jeunes années, jusqu'à 25-30 ans, finalement, ils n'ont pas connu la vraie dureté de ce qu'est le travail, de se lever tôt, voyez-vous, d'avoir le dos cassé et compagnie. Et pour terminer, à une retraite où toute leur carrière, ils ont travaillé dans un endroit où il fait chaud, où ils ne commencent pas trop tard non plus, ni trop tôt, vous voyez, c'est pile poil ce qu'il faut. Le soir, ils ont le temps encore de se divertir. Et c'est les mêmes qu'on entend vouloir plus de droits. C'est quand même incroyable. Les nuisances. Les progrès de l'abondance, c'est-à-dire de la disposition de biens et d'équipements individuels et collectifs, toujours plus nombreux, ont pour contrepartie des nuisances toujours plus graves. Conséquence du développement industriel et du progrès technique, d'une part, des structures mêmes de la consommation, d'autre part. Dégradation du cadre collectif par les activités économiques, bruit, pollution de l'air et de l'eau, destruction des sites, perturbation des zones résidentielles par l'implantation de nouveaux équipements, comme les aéroports, les autoroutes, etc. L'encombrement automobile a pour conséquence un déficit technique, psychologique, humain, colossal. Qu'importe, puisque le suréquipement infrastructurel nécessaire, les dépenses supplémentaires en essence, les dépenses de soins aux accidentés, etc., tout cela sera quand même comptabilisé comme consommation, c'est-à-dire deviendra, sous le couvert du produit national brut et des statistiques, sous le couvert donc de tout cela, exposant de croissance et de richesse. Alors attendez, pourquoi ça me fait encore ça commence à m'énerver. L'industrie florissante des eaux minérales sanctionne-t-elle un surcroît réel d'abondance, puisqu'elle ne fait largement que pallier la déficience de l'eau urbaine, etc. On n'en finirait pas de recenser toutes les activités productives et consommatrices qui ne sont que palliatifs aux nuisances internes du système de la croissance. Putain, c'est dingue cette caméra quand même, putain. Le surcroît de productivité, une fois atteint un certain seuil, est presque tout entier plongé, dévoré par cette thérapie homéopathique de la croissance par la croissance. Alors j'avais vu un truc plus intéressant, mais ça va peut-être suivre après que je regarde. Bien entendu, les nuisances culturelles, dues aux effets techniques et culturels de rationalisation et de la production de masse, sont rigoureusement incalculables. D'ailleurs, les jugements de valeur interdisent ici de définir des critères communs. On ne saurait objectivement caractériser la nuisance d'un ensemble d'habitations sinistres ou d'un mauvais film de la série Z, comme on peut le faire de la pollution de l'eau. Seul un inspecteur de l'administration, comme ce fut le cas dans un récent congrès, a pu proposer, en même temps qu'un ministre de l'air pur, la protection des populations contre les effets de la presse à sensation et la création d'un délit d'atteinte à l'intelligence. Il me semble que Simone Weil en parlait aussi. Alors pas du délit d'atteinte à l'intelligence, mais d'une sorte de ministère de la vérité. Pas à la Orwell, mais qui interviendrait dans les médias pour dire là ça relève de la propagande, là c'est de la désinformation, etc. Donc en fait, ils veulent à chaque fois qu'il y a un problème créer un ministère de l'air pur, à cause des pollutions, quelles qu'elles soient, entre guillemets, des moteurs, des usines, etc., qui viennent à polluer l'air. Donc un ministère qui viendrait également à la protection des populations contre la propagande. Mais on peut admettre que ces nuisances-là croissent au rythme même de l'abondance. L'obsolescence accélérée des produits et des machines, la destruction de structures anciennes, assurent certains besoins.
la multiplication des fausses innovations sans bénéfice, sans cible pour le mode de vie, tout cela peut être ajouté au bilan. Et récemment, sur Internet, je suis tombé sur Twitter, il y avait des publications par rapport à des constructeurs de chaises françaises. Elles étaient tellement de haute qualité qu'il n'y avait plus besoin d'en reproduire pendant des décennies. Et donc ils sont tombés en ruine à cause de ça. Les verres Duralex, c'est exactement la même chose. Au moment où on fait trop de qualité, eh bien les gens, une fois qu'ils sont équipés, n'ont plus de nouveaux besoins, alors les sociétés s'effondrent et celles qui prospèrent, finalement, ne sont que celles qui créent l'obsolescence de leurs téléviseurs, machines à laver et de bien d'autres outils encore. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'en fait, il faut non pas se dire qu'on arriverait à un certain moment à répondre aux besoins de tous et on respecterait la planète parce qu'on n'a plus besoin de puiser en masse, en tout cas pour faire des chaises, des tables, ce genre de choses. Ça y est, c'est comme à l'ancienne, on avait les menuisiers, ils faisaient des meubles qui allaient être transmis une génération, deux générations, et puis ça continuait comme ça. On a même des choses très cotées, les meubles Louis XIV, il me semble, Louis XVI, etc. Voyez-vous, il y en a plein comme ça, qui se revendent une fortune. Des tables de chevet, des meubles, des tables, etc. Eh bien, aujourd'hui, on préfère ce qui ne va pas durer dans le temps. Et ce qui reviendra aussi moins cher. C'est-à-dire qu'avant, pour avoir un meuble vraiment solide, une commode, ce genre de choses, il fallait y mettre le budget. Aujourd'hui, on se dit, ouais, non, je prends ça et comme ça, au bout de 5 ans ou 6 ans, si je veux changer, hop, je le jette ou je le revends, je le donne. C'est la société de consommation. Donc plus grave peut-être que le déclassement des produits et de l'appareillage est le fait signalé par Elisle que le coût du progrès rapide dans la production des richesses est la mobilité de la main-d'œuvre et donc l'instabilité de l'emploi. Renouvellement, recyclage des hommes qui a pour résultat des frais sociaux très lourds, mais surtout une hantise générale de l'insécurité. Pour tous, la pression psychologique et sociale de la mobilité, du statut, de la concurrence à tous les niveaux, revenus, prestige, culture, etc., se fait plus lourde. Il faut un temps plus long pour se recréer, se recycler, pour récupérer et compenser l'usure psychologique et nerveuse causée par les nuisances multiples. Les trajets domicile-travail, je souris un peu parce que ça me rappelle une vidéo d'une meuf là, qui pétait les plombs dans sa voiture. J'en peux plus, vous comprenez pas, on est déjà payé une misère, et là on est pris dans les bouchons parce qu'on nous limite, je sais plus si c'était sur Paris ou un autre endroit, que ce soit les voies à cause des travaux ou bien l'idée écologique qu'il faut rouler moins vite, les gens ils en peuvent plus. Pris dans les bouchons, ils en pètent les plombs, ils font des journées des fois de 8-9 heures parce qu'il faut, voyez-vous, quelques heures supplémentaires pour mettre plus d'épinards dans l'assiette, et à la fin ils terminent en dépression. Donc c'est exactement ça. Des nuisances multiples, trajet domicile-travail, surpeuplement, agression et stress continuel, c'est ce qui définit notre ère. Je cite, « En définitive, le coût majeur de la société de consommation est le sentiment d'insécurité généralisée qu'elle engendre. » Fin de citation. Et voyons que donc, la pression du job, la fatigue également, les gens qui sont beaucoup dans le paraître, exemple les femmes qui se lèvent des fois 1 heure, voire plus, avant de partir, de prendre leur voiture, parce qu'il faut être maquillé, il faut être vu des autres comme un produit à consommer. Pas se plaire à soi-même. Et se plaire à soi-même, pour une femme, ça serait mettre un coup de crayon et, je sais pas, un rouge à lèvres et ça s'arrête là. Non, là, ça se met des pots de crème, ça se refait la figure. En fait, c'est un masque qu'elles installent avant de partir. Donc ça les épuise. Déjà rien que ça, vous voyez, c'est une pression psychologique. Après, il y a le travail. Donc il y a le trajet domicile également jusqu'au job. Il y a ce côté-là du moins de déplacement que tu peux faire. Il y a tout un tas de people aux alentours. Et en même temps, les agressions, à la fois des faits divers, mais aussi l'ambiance qui est quand même commune à beaucoup de quartiers, ceux qui ne peuvent pas dormir le soir à cause des feux d'artifice, et je passe bien des détails. Donc finalement, on les retrouve dans un cercle vicieux, parce que pour supporter leurs conditions, ça va être des arrêts maladie, des consultations de médecins ou de psychiatres, psychologues, de la consommation d'antidépresseurs. Pour d'autres qui ne veulent pas être sous médicamentation, mais ils vont quand même se mettre dans la même direction, mais en consommant des stupes.
Donc ils vont alimenter d'autres réseaux, etc. Et c'est comme ça qu'on en arrive, ils vont se niquer leur santé et finalement, d'avoir voulu travailler pour consommer, ils se sont épuisés pour aller consommer autre part, c'est ce que je veux dire. Drogue, médicaments, suivi. Et ils alimentent la bête. Ce qui mène à une sorte d'autodévoration du système, je cite. Dans cette croissance rapide qui engendre inévitablement des tensions inflationnistes, une fraction non négligeable de la population ne parvient plus à soutenir le rythme. Ceux-là deviennent des laissés pour compte. Et ceux qui restent dans la course et parviennent au mode de vie proposé en modèle ne le font qu'au prix d'un effort qui les laisse diminuer. Si bien que la société se voit contrainte d'amortir les coûts sociaux de la croissance en redistribuant une part grandissante de la production intérieure brute au profit d'investissements sociaux. Éducation, recherche, santé, définis avant tout pour servir la croissance. Fin de citation de E. Lisle. Et en fait, c'est prendre dans un budget pour le redistribuer dans un autre, faire des montages financiers. Regardez la proposition de la France insoumise. Qu'ont-ils fait? Proposer de retirer 100 millions d'euros, ou 50 millions d'euros, je ne sais plus, c'était une des deux sommes, aux handicapés pour redistribuer ça x2 aux migrants. Vous voyez à peu près ces salopards, comment ils agissent? C'est-à-dire toujours la préférence des autres aux nôtres, jusqu'aux handicapés, où ils veulent retirer de l'argent pour le redonner à soi-disant ces chances pour la France que l'on retrouve dans des multiples affaires d'agressions, de vols, de viols, de tueries, de bien d'autres choses encore, d'insécurité, de gens qui zonent également, de ceux qui vont coûter en frais à la sécurité sociale, de d'autres qui vont se mettre au RSA, qui vont également créer les bouchons dans les logements, puisqu'ils arrivent, ils n'ont rien, ils sont à la rue prioritaire. C'est selon les critères sociaux. On va te dire, mais non, on ne fait pas la distinction entre les couleurs, les ethnies, on fait selon la priorité. En fait, comme le disait Jean-Marie Le Pen à l'époque, ce grand menhir qui est encore en vie, qui a fait des grandes choses aussi en Algérie, eh bien, et il l'a très bien dit, de ces critères sociaux, ils seront toujours prioritaires sur nous, les autochtones. Donc on se voit déraciné. Pourquoi? Eh bien, pour l'ordre de consommation, parce que derrière, ça va engendrer, voyez-vous, des systèmes d'investissement pour des caméras de sécurité, pour des entreprises qui vont carrément envoyer des gardiens sur certains sites industriels. On va aussi créer d'autres secteurs comme ça de l'économie. En fait, ça vient nous plomber, nous, pour la création, on va dire, de richesses, entre guillemets. C'est pour ça qu'ils les appellent les chances. En effet, c'est un potentiel pour certains, pour les réseaux de trafic de stupes, pour les cambriolages, donc ceux qui vont se mettre après en sécurité sur ceci, les avocats qui font chou gras avec ces affaires. Et je peux donner tellement d'exemples, mais j'ai pas envie de vous perdre. Je préfère qu'on continue la lecture. Or, ces dépenses privées ou collectives, destinées à faire face au dysfonctionnement plutôt qu'à accroître la satisfaction positive, voire même les satisfactions positives, ces dépenses de compensation sont additionnées dans toutes les comptabilités à l'élévation du niveau de vie, sans parler des consommations de drogue, d'alcool et de toutes les dépenses ostentatoires ou compensatoires, sans parler des budgets militaires, etc. Tout cela, c'est la croissance, donc c'est l'abondance. Le nombre croissant de catégories à charge pour la société, sans être une nuisance, la lutte contre la maladie et le recul de la mort, constituant un des aspects de l'abondance, une des exigences de la consommation, hypothèque pourtant de plus en plus lourdement le processus lui-même. À la limite, dit J. Bourgeois-Pichat, je le cite, on pourrait imaginer que la population dont l'activité est consacrée à maintenir le pays en bonne santé devienne plus importante que la population effectivement engagée dans la production. Fin de citation. Bref, partout, on touche à un point où la dynamique de la croissance et de l'abondance devient circulaire et tourne sur elle-même. Où de plus en plus, le système s'épuise dans sa reproduction. Un seuil de patinage où tout le surcroît de productivité passe à entretenir les conditions de survie du système. Le seul résultat objectif est alors la croissance cancéreuse des chiffres et des bilans. Mais, pour l'essentiel, on revient proprement au stade primitif, qui est celui, écoutez bien, de la pénurie absolue de l'animal ou de l'indigène dont toutes les forces s'épuisent à survivre. Ou encore de ceux, selon Domal, qui, je le cite, plantent des pommes de terre pour pouvoir manger des pommes de terre, pour pouvoir de nouveau planter des pommes de terre, etc.
ou comme le disait brillamment Simone Weil, ceux qui vont en usine travaillent pour une miette de pain histoire de remplir l'estomac et le lendemain déployer la même énergie. Pourquoi ? La miette de pain qui leur servira à quoi ? À redéployer la même énergie dans la répétition pour créer du produit dont ils ne bénéficieront jamais. Page 50. La notion d'utilité, d'origine rationaliste et économiste, est donc à revoir selon une logique sociale beaucoup plus générale, où le gaspillage, loin d'être un résidu irrationnel, prend une fonction positive, relayant l'utilité rationnelle dans une fonctionnalité sociale supérieure et même, à la limite, apparaît comme la fonction essentielle. Le surcroît de dépenses, le superflu, l'inutilité rituelle de la dépense pour rien, devenant le lieu de production des valeurs, des différences et du sens, tant sur le plan individuel que sur le plan social. Dans cette perspective se profile une définition de la consommation comme consommation, c'est-à-dire comme gaspillage productif, perspective inverse de celle de l'économique, fondée sur la nécessité, l'accumulation, le calcul, où au contraire le superflu précède le nécessaire, où la dépense précède en valeur, sinon dans le temps, l'accumulation et l'appropriation. Alors après, je cite « Ah, ne discutez pas, besoin. Le dernier des mendiants a encore un rien de superflu dans la plus misérable chose. Réduisez la nature aux besoins de nature et l'homme est une bête. Sa vie ne vaut pas plus. Comprends-tu qu'il nous faut un rien de trop pour être ? Donc comprends-tu qu'il nous faut un rien de trop pour être ? Ça c'est dit Shakespeare dans Le Roi Lear. Autrement dit, un des problèmes fondamentaux posés par la consommation est celui-ci. Les êtres s'organisent-ils en fonction de leur survie ou en fonction du sens, individuel ou collectif, qu'ils donnent à leur vie ? Or, cette valeur d'être, cette valeur structurelle peut impliquer le sacrifice des valeurs économiques. Et ce problème n'est pas métaphysique. Il est au centre de la consommation et peut se traduire ainsi. L'abondance n'a-t-elle au fond de sens que dans le gaspillage ? Donc on peut se prévaloir d'abondance quand on peut gaspiller. Doit-on définir l'abondance sous le signe de la prévision et de la provision, comme le fait Valérie ? Je cite « Contempler de monceaux de nourriture durable, n'est-ce point voir du temps de reste et des actes épargnés ? Une caisse de biscuits, c'est tout un mois de paresse et de vie. Des pots de viande confite et des couves de fibres bourrées de graines et de noix sont un trésor de quiétude. Tout un hiver tranquille est en puissance dans leur parfum. Robinson humait la présence de l'avenir dans la senteur des caissons et des coffres de sa cambuse. Son trésor dégageait de l'oisiveté. Il en émanait de la durée, comme il émane de certains métaux une chaleur absolue. L'humanité ne s'est lentement élevée que sur le tas de ce qui dure. Prévision, provision, peu à peu, nous ont détachés de la rigueur de nos sociétés animales et de nos nécessités plutôt animales et du mot à mot de nos besoins. La nature le suggérait. Elle a fait que nous portions avec nous de quoi résister quelque peu à l'inconstance des événements. La graisse qui est sur nos membres, la mémoire qui se tient toute prête dans l'épaisseur de nos âmes, ce sont des modèles de ressources réservées que notre industrie a imités. Fin de citation. Tel est le principe économique auquel s'oppose la vision nietzschéenne et celle de Bataille du vivant qui veut avant tout dépenser sa force. Les physiologistes devraient réfléchir avant de poser l'instinct de conservation comme l'instinct cardinal de tout être organique. Le vivant veut avant tout dépenser sa force. La conservation n'en est qu'une des conséquences entre autres. Gare au principe théologique superflu. Et tout le concept de l'instinct de conservation est un des principes, la lutte pour l'existence. Cette formule désigne un état d'exception. La règle est bien plutôt la lutte pour la puissance, l'ambition d'avoir plus et mieux et plus vite et plus souvent, nous dit Nietzsche, dans la volonté de la puissance. Alors, hop, on va aller à la page 61. Donc là, on arrive à la deuxième partie, la théorie de la consommation. La logique sociale de la consommation. Et on nous dit que la révolution du bien-être est l'héritière, l'exécutrice testamentaire de la révolution bourgeoise ou simplement de toute révolution qui érige en principe l'égalité des hommes sans pouvoir ou
sans vouloir la réaliser au fond. Le principe démocratique est transféré. Alors attendez, hop, que ça ne vous perturbe pas. Alors, d'une égalité réelle, des capacités, des responsabilités, des chances sociales, du bonheur au sens plein du terme. Incroyable. Je ne sais pas ce qu'elle a, cette lumière. Parce que même quand je l'éteins, c'est pareil. Bon, on a 1 heure. Il me reste encore, hop là, selon les notes que je me suis fait, 1, 2, 3, 4, 5, ouais, à peu près une dizaine de pages tout au plus. Donc à peu près une demi-heure si je n'ajoute pas trop d'éléments. Donc on a vu la révolution qui érige en principe l'égalité des hommes, et ce qu'elle avait au fond, souhaite-t-elle vraiment réaliser celle-ci? Le principe démocratique est transféré alors d'une égalité réelle des capacités, des responsabilités, des chances sociales, du bonheur au sens plein du terme, à une égalité devant l'objet et autres signes évidents de la réussite sociale et du bonheur. C'est la démocratie du standing, la démocratie de la télévision, de la voiture et de la chaîne stéréo, démocratie apparemment concrète, mais tout aussi formelle, qui répond, par-delà les contradictions et inégalités sociales, à la démocratie formelle inscrite dans la Constitution. Toutes deux, l'une servant d'alibi à l'autre, se conjuguent en une idéologie démocratique globale qui masque la démocratie absente et l'égalité introuvable. La notion de besoin est solidaire de celle de bien-être dans la mystique de l'égalité. Les besoins décrivent un univers rassurant de faim, et cette anthropologie naturaliste fonde la promesse d'une égalité universelle. La thèse implicite est celle-ci. Tous les hommes sont égaux devant le besoin et devant le principe de satisfaction, car tous les hommes sont égaux devant la valeur d'usage des objets et des biens, alors qu'ils sont inégaux et divisés devant la valeur d'échange. Le besoin étant indexé sur la valeur d'usage. On a une relation d'utilité objective ou de finalité naturelle devant laquelle il n'y a plus d'inégalité sociale ou historique. Au niveau du beefsteak, valeur d'usage, pas de prolétaire ni de privilégiés. Ainsi, les mythes complémentaires du bien-être et des besoins ont-ils une puissance fonction idéologique de résorption, d'effacement des déterminations objectives, sociales et historiques de l'inégalité. Tout le jeu politique du welfare state et de la société de consommation consiste à dépasser leurs contradictions, en accroissant le volume des biens, dans la perspective d'une égalisation automatique par la quantité et d'un niveau d'équilibre final qui serait celui du bien-être total pour tous. Les sociétés communistes elles-mêmes parlent en termes d'équilibre, de besoins individuels ou sociaux, naturels, harmonisés, dégagés de toute différenciation sociale ou connotation de classe, là aussi dérivant d'une solution politique à une solution définitive par l'abondance. Substituant l'égalité formelle des biens à la transparence sociale des échanges. Ainsi voit-on, dans les pays socialistes, aussi la révolution du bien-être prendre la relève de la révolution sociale et politique. Donc le bien-être, non plus défini comme l'OMS le dirait par une santé physique, mentale et la sociabilité, mais accompli par l'égalité devant l'accès aux objets et finalement leur valeur d'usage. Allons à la page 65. La seule façon en effet de sortir de l'impasse idéaliste de ce constat morose des dysfonctions, c'est d'admettre qu'il y ait ici à l'œuvre une logique systématique. C'est aussi la seule façon de dépasser la fausse problématique de l'abondance et de la rareté qui, comme la question de confiance en milieu parlementaire, a pour fonction d'asphyxier tous les problèmes. En fait, il n'y a jamais eu de société d'abondance ni de société de pénurie, puisque toute société, quelle qu'elle soit et quel que soit le volume des biens produits ou de la richesse disponible, s'articule à la fois sur un excédent structurel et sur une pénurie structurelle, afin de ces variables d'ajuster finalement la disponibilité, comme on le voit sur les marchés de la bourse et bien d'autres choses encore. C'est tout le temps en réajustement. Et à certains moments, quand c'est trop bas, il faut créer la pénurie pour remonter le prix. Ça me fait penser à un livre de, je crois que c'était Gustave Le Bon, dans Psychologie du socialisme, qui nous montrait l'exemple... Aïe, 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 cette lumière.
Je vais investir, je pense, pour 2025, pour une nouvelle caméra. C'est fort probable. Et pour un nouveau spot aussi lumineux. Parce que celui-là est peut-être trop puissant. Et en se reflétant sur la caméra, il a fait scintiller un peu. Il a fait, voyez-vous, sauter. Là où j'en étais, donc c'était Gustave Le Bon. Gustave Le Bon, Psychologie du socialisme. Et, ah oui. En fait, dedans, il montrait qu'à un moment, ils avaient créé des pénuries carrément, à la fois pour obtenir du pouvoir, mais aussi pour créer des spéculations financières. Et il y avait un autre développement, mais que je n'ai plus en tête. « 65. Il y avait ça. Alors après, plus loin, ils disent l'excédent peut être la part de Dieu, la part du sacrifice, la dépense somptuaire, la plus-value, le profit économique ou les budgets de prestige. De toute façon, c'est ce prélèvement de luxe qui définit la richesse d'une société en même temps que sa structure sociale. Et puisqu'il est toujours l'apanage d'une minorité privilégiée et qu'il a pour fonction précisément de reproduire le privilège de caste ou de classe, sur le plan sociologique, il n'y a pas d'équilibre. L'équilibre est le fantasme idéal des économistes, que contredit sinon la logique même de l'état de société, du moins l'organisation sociale, partout repérable. Toute société produit de la différenciation, de la discrimination sociale, et cette organisation structurelle se fonde entre autres sur l'utilisation et la distribution des richesses. Le fait qu'une société entre dans une phase de croissance comme nos sociétés industrielles ne change rien à ce processus. Au contraire, d'une certaine façon, le système capitaliste et productiviste en général a mis le comble à cette dénivellation fonctionnelle, à ce déséquilibre, en le rationalisant et en le généralisant à tous les niveaux. Et je voulais dire autre chose. Souvent, on entend la gauche dénoncer l'inégalité par le système capitaliste. Mais si on rentrait dans leur jeu où il faut une totale égalité, déjà la nature, elle a créé des distinctions, des contradictions entre celui qui est valide de l'invalide, entre celui qui apprendra très facilement, voyez-vous, en restant dans les rangs d'une classe, de l'autre qui s'épanouira bien plus vite en étant didactique, et en étant également dans... Vous voyez ce que je veux dire? Dans la réalisation, donc dans... Ah, il y a un mot spécial qui m'échappe. En fait, dans sa mise en application, dans sa mise en œuvre, vous voyez, lui, il sera directement au charbon dans l'action au lieu d'être dans le théorique. C'est ça que je voulais dire à peu près. Eh bien, imaginons on rentre comme ça là dans le système gauchiste. Ça veut dire que quelqu'un qui est même pas à jour sur son français, sur les bases qu'il faudrait pour étudier la médecine, comment pourrait-il prétendre à être dans une classe au nom d'une égalité, des chances, de ce que l'on veut? Oui, ça tient pas la route. En fait, il y a bien dès le début une discrimination qui sera effectuée entre celui qui a les bases et qui peut rentrer et l'autre qui n'est pas à jour. Donc pour le moment, son statut, son rang ne lui permet pas d'être au-dessus. La société, la nature est inégalitaire. En fait, elle est même mieux que ça, elle est complémentaire. C'est-à-dire que si toi, tu ne peux pas faire telle profession ou encore t'accaparer tant de richesses, c'est que la nature, ta propre personne, te mène à un autre destin. À toi d'accomplir, à toi de voir ce que tu es véritablement. Vous voyez, c'est sa découverte. Et ça, la société l'efface aujourd'hui, parce qu'on va le voir plus loin. Elle ne veut plus ce côté contradictoire du valide, invalide, de celui qui peut exercer ce métier, et de l'autre qui ne... En fait, il pourra passer 30 ans, 40 ans, 50 ans à écouter, il n'y arrivera pas, parce que ce n'est pas là où il doit réussir. Et moi, je n'appelle pas, comme le disait Julian Huxley, à un déterminisme biologique. Mais peut-être à une sorte de déterminisme, de choses prédéfinies de la nature. Plutôt de l'ordre de l'esprit, voyez-vous. De là où votre attention et temps peuvent se focaliser pour vous rendre meilleur, expert ou mieux encore. Donc, il y avait une conclusion. Putain. C'est pas grave, j'ai perdu. Il y avait une conclusion à tout ça. J'étais en train de développer, c'est comme ça, c'est pas grave. Putain, ça me fait chier, mais... Il y avait une conclusion par rapport à la complémentarité.
où finalement, voyez-vous, par la propre réalisation de chacun, ah oui, c'était ça, c'est la société vient nous effacer, qu'il y a en fait que des différences, voyez, pas de la contradiction. Et il va l'expliquer mieux après dans son livre, où on ne nous fait pas nous réaliser nous-mêmes, on nous met plutôt sur des modèles à copier. Et c'est comme ça qu'on sera différent des autres. On va en parler après, ce sera plus explicite par la plume de l'auteur. Il fait du bien-être des citoyens et de la force nucléaire, indifféremment et en même temps son objectif. C'est qu'au fond, les deux lui sont égaux comme contenu, et que sa finalité est ailleurs. Simplement, au niveau stratégique, il se trouve que les dépenses militaires, par exemple, sont plus sûres, plus contrôlables, plus efficaces pour la survie et la finalité d'ensemble du système que l'éducation. L'automobile plus que l'hôpital, la télévision en couleur plus que les terrains de jeu, etc. Mais cette discrimination négative ne porte pas sur les services collectifs en tant que tels, c'est bien plus grave. Le système ne reconnaît que les conditions de sa survie. Il ignore les contenus sociaux et individuels. Cela doit nous prévenir contre quelques illusions, typiquement sociales réformistes. Celle de croire changer le système en modifiant ses contenus, transférer le budget de dépenses militaires sur l'éducation, etc. Et l'exemple que je vous ai pris précédemment de LFI qui propose de prendre sur le budget des handicapés pour doubler carrément la mise sur les migrants. Le paradoxe est d'ailleurs que toutes ces revendications sociales sont lentement, mais sûrement, assumées et réalisées par le système lui-même, échappant ainsi à ceux qui en font une plateforme politique. Consommation, information, communication, culture, abondance, tout cela est aujourd'hui mis en place, découvert et organisé par le système lui-même comme de nouvelles forces productives pour sa plus grande gloire. Lui aussi se reconvertit relativement d'une structure violente à une structure non violente. Il substitue l'abondance et la consommation à l'exploitation et à la guerre. Mais personne ne lui en sera gré, car il ne change pas pour autant, et n'obéit en cela qu'à ses propres lois. Les nouvelles ségrégations, non seulement l'abondance, mais les nuisances, elles aussi, sont reprises par la logique sociale. L'emprise du milieu urbain et industriel fait apparaître de nouvelles raretés. L'espace et le temps, l'air pur, la verdure, l'eau, le silence. Certains biens, jadis gratuits et disponibles à profusion, deviennent des biens de luxe, accessibles seulement aux privilégiés, cependant que les biens manufacturés ou les services sont offerts en masse. Et ça rejoint mon développement de l'autre jour, ne serait-ce que sur l'alimentation. Basculant dans l'ultra transformé, on en affaiblit en réalité toute la qualité alimentaire et nos nutriments importants pour notre biologie s'amenuisent à la place du sucre, du gras, donc des problèmes d'artères, des problèmes de tension, des problèmes encore de diabète et bien d'autres choses qui vont nécessiter des suivis médicaux et engendrer un nouveau commerce. Et comme le disait Attali, l'homme en viendra à consommer l'homme. Puisque si intérieurement ça fonctionne plus bien, peut-être un organe a changé. Un rein, voyez-vous, qui n'est plus en fonction. Passer par des opérations. Et là où hier c'était du don et de l'anonyme, demain, au vu de la demande et de la quantité d'humains qui seront quémandeurs de ces solutions, des marchés vont ouvrir. Et je peux continuer et élargir ma pensée avec ce qui est de l'ordre des protéines, des nanomédicaments qui interviendront pour, ramener à des capteurs les informations et les transmettre et dire attention, là tu n'as pas fait assez de sport, là interdiction de manger ça, ça et ça, tu suis un régime, sinon tu payes une taxe, tu payes une amende parce que tu coûtes à la société. Et on en va jusqu'au partage de ces données médicales, d'abord dans un premier temps privé, c'est toi qui en fais ce que tu veux, tu donnes l'accès au médecin ou non, après à l'État qui a la main dessus, et finalement le privé qui s'en saisit pour dire on va vous réduire les forfaits. Ceux qui nous donneront leurs données médicales, qui participeront également à nous partager ce qu'ils font quotidiennement, ce qu'ils mangent et compagnie, ils auront quasiment la gratuité pour l'assurance.
Quand les autres sont inconscients de leurs gestes et font coûter un risque, en tout cas produisent, voyez-vous, une probabilité de sortir de l'argent de nos caisses, alors on les fera payer plus cher. Et plein d'exemples comme ça. Donc on arrivera à l'homme qui consomme l'homme. Pourquoi ? Eh bien, pour tout simplement rentrer dans le moule proposé par la société de consommation d'un profil typique. Mais comme une technologie, l'informatique, le téléphone, ce que vous voulez, des nouvelles générations arrivent. Et il faut se conformer à celles-ci. En fait, c'est un ordre marchand qui est, voyez-vous, infini et qui peut être piraté. Donc à nouveau, il faut le protéger. Il faut créer un nouveau logiciel et on arrive en fait à l'homme, augmenté par l'homme, n'est plus un homme. Sorti de sa condition naturelle, il en est devenu artificiel. Et donc l'artifice de l'artifice de l'artifice n'est que du remplacement, comme les technologies. Ils peuvent toujours se substituer et entrer dans quelque chose de nouveau. Les objets de consommation courante deviennent de moins en moins significatifs du rang social et les revenus eux-mêmes, dans la mesure où les très grandes disparités vont en s'atténuant, perdent de leur valeur comme critère distinctif. Il est possible même que la consommation, prise au sens de dépenses, d'achat et de possession d'objets visibles, perde peu à peu le rôle éminent qu'elle joue actuellement dans la géométrie variable du statut, au profit d'autres critères et d'autres types de conduite. Ben là où je voulais arriver, en fait, c'était la 74. Je vous passe quelques critères. Mais ces critères abstraits n'interdisent pas de lire dès aujourd'hui une discrimination croissante dans d'autres signes concrets. La ségrégation dans l'habitat n'est pas nouvelle, mais de plus en plus liée à une pénurie savante et à une spéculation chronique. Elle tend à devenir décisive, tant par la ségrégation géographique, centre-ville, donc le centre des villes, périphérie, zones résidentielles, les ghettos de luxe, les banlieues dortoirs, etc., que dans l'espace habitable intérieur et extérieur du logement, le dédoublement en résidence secondaire, etc. Les objets ont aujourd'hui moins d'importance que l'espace et que le marquage social des espaces. L'habitat constitue peut-être ainsi une fonction inverse de celle des autres objets de consommation. Fonction homogénéisante des uns, fonction discriminante de l'autre, sous les rapports d'espace et de localisation. Nature, espace, air pur, silence, c'est l'incidence de la recherche de ces biens rares et de leur prix élevé, qu'on lit dans les indices différentiels de dépenses entre deux catégories sociales extrêmes. Je ne sais pas ce que j'ai ce matin, mais le gosier est bien asséché. Donc là, il y a une différence qui nous intéresse entre les ouvriers et les cadres supérieurs sur une base de 100. Donc on parle des ouvriers, s'ils sont à 100%. Eh bien, pour les produits de première nécessité, la différence, c'est, donc imaginons que nous, on arrive, on va dire les ouvriers, tout ce qu'il en est à 100. Eh bien, ceux qui sont cadres, eux, c'est 245. Donc 2 fois à peu près et demi, à l'époque, la consommation, en tout cas au niveau des produits de première nécessité accessibles par les plus riches. Pour l'équipement de l'habitation, c'est 100 à 305, donc quasiment 3 fois la chose. Pour les transports, 200 à 390 pour les loisirs. Il ne faut pas lire ici une graduation quantitative dans un espace de consommation homogène. Même, attendez, parce que je vous dis 200 à 135, 200 à 245. Je réfléchirai parce qu'il y a quelque chose qui me revient en tête. C'est pas grave. Donc il faut lire à travers les chiffres de la discrimination sociale liée à la qualité des biens recherchés. On parle beaucoup de droit à la santé, de droit à l'espace, de droit à la beauté, de droit aux vacances, de droit au savoir, de droit à la culture. Et pour les autres, toujours j'ai droit d'être là, le droit international. Vous voyez, ils oublient leurs devoirs. Je pense notamment aux migrants. Et au fur et à mesure que ces droits nouveaux émergent, naissent simultanément les ministères. Voilà qu'il y a le droit à la santé, ministère de la Santé. Droit à loisirs, ministère de ses loisirs, de la beauté, de l'air pur, pourquoi pas par la suite. Tout ceci, qui semble traduire un progrès individuel et collectif général, que viendrait sanctionner le droit à l'institution, a un sens ambigu. Et on peut en quelque sorte y lire l'inverse. Il n'y a pas de droit à l'espace qu'à partir du moment où il n'y a plus d'espace pour tout le monde.
et où l'espace et le silence sont le privilège de certains aux dépens des autres. De même qu'il n'y a eu de droit à la propriété qu'à partir du moment où il n'y a plus de terre pour tout le monde. Il n'y a plus de droit au travail que lorsque le travail est devenu, dans le cadre de la division du travail, une marchandise échangeable, c'est-à-dire n'appartenant plus en propre aux individus. On peut se demander si le droit au loisir ne signale pas de la même façon le passage de l'otium, comme jadis, du travail au stade de la division technique et sociale et donc, en fait, à la fin des loisirs. Alors, ok. « 78. Il hante également l'environnement d'objets. C'est lui qui suscite ce délire, ce monde forcené de bibelots, de gadgets, de fétiches, qui tous cherchent à marquer l'éternité d'une valeur et à faire la preuve d'un salut par les œuvres, à défaut d'un salut par la grâce. D'où le prestige très particulier de l'objet ancien qui est le signe d'hérédité, de valeur infuse, de grâce irréversible. Différenciation et société de croissance. Tout ceci nous renvoie donc au-delà de la métaphysique et des besoins et de l'abondance à une véritable analyse de la logique sociale de la consommation. Cette logique n'est pas du tout celle de l'appropriation individuelle de la valeur d'usage des biens et des services, logique de l'inégale profusion, les uns ayant droit au miracle, les autres aux seules retombées du miracle. Ce n'est pas une logique de la satisfaction, c'est une logique de la production et de la manipulation des signifiants sociaux. Le procès de consommation peut être analysé dans cette perspective sous deux aspects fondamentaux. 1. Comme procès de signification et de communication, fondé sur un code où les pratiques de consommation viennent s'inscrire et prendre leur sens, la consommation est ici un système d'échange et l'équivalent d'un langage. C'est l'analyse structurale qui peut l'aborder à ce niveau. Nous y reviendrons plus loin. 2. Comme procès de classification et de différenciation sociale où les objets signes s'ordonnent cette fois non seulement comme différence significative dans un code, mais comme valeur statutaire dans une hiérarchie, ici, la consommation peut être l'objet d'une analyse stratégique qui détermine son poids spécifique dans la distribution des valeurs statutaires en implication avec d'autres signifiants sociaux, savoir, pouvoir, culture, etc. Après l'explication continue, mais je vous conduis à la page 88, hop là, et après on ira un peu plus loin dans un autre chapitre. Ok. Tout ceci définit la société de croissance comme le contraire d'une société d'abondance. Grâce à cette tension constante entre les besoins concurrentiels et la production, grâce à cette tension pénurique, à cette paupérisation psychologique, l'ordre de production s'arrange pour ne faire surgir et pour ne satisfaire que les besoins qui lui sont adéquats. Dans l'ordre de la croissance, selon cette logique, il ne peut y avoir de besoins autonomes. Il n'y a que les besoins de la croissance. Il n'y a pas place pour les finalités individuelles dans le système. Il n'y a place que pour les finalités du système. Toutes les dysfonctions signalées par Calbrett, Bertrand de Jouvenel, etc. sont logiques. Les voitures et les autoroutes sont un besoin du système. Ceci est à peu près clair, mais aussi bien la formation universitaire de cadres moyens, donc la démocratisation de l'université au même titre que la production d'automobiles. En fait, ils expliquent que à un moment, si on entend parler de révolution, de droit d'accès à l'école et même une obligation de ne pas quitter l'enseignement avant un certain âge, eh bien tout ceci, c'est parce que ça alimente le système. Et que si on se retrouvait qu'avec des analphabètes, auquel cas on ne pourrait pas les faire employer dans l'administratif, avoir des armées de d'autres travailleurs dans le marketing, dans la publicité et dans bien d'autres choses. Ça serait compliqué, voyez-vous, de les rentrer et même de les mettre en consommateurs aussi, eh bien, des technologies de l'information et de la communication. Donc il faut qu'ils soient un minimum alphabétisés. Ils servent le système comme ça, et il prend ainsi l'exemple des voitures et des autoroutes, qui sont un besoin en réalité du système, pareillement, non pas pour véhiculer l'information, mais pour accélérer en tout cas les déplacements.
des hommes qui, quelque part, en soi, sont détenteurs d'informations, sont, voyez-vous, des acteurs du système qui lui permettent la diffusion et bien d'autres choses. Et on avait Todor Kaczynski, Unabomber, qui est connu, il y a une série sur ça, il y a même un film, il y a des documentaires. Bien, il y a son manifeste qui est disponible sur Internet, et en dehors de ces massacres que je ne cautionne pas, il avait quand même bien montré du doigt, eh bien, le système, en fait, c'est quelque part, il dénonçait lui aussi la consommation, qui nous entraînait d'ailleurs après à l'immoral, au sacrifice d'enfants par les IVG, IMG. Il montrait l'un de ses points d'appui, si je peux dire, c'était l'exemple de la route, où tout le monde respecte un code. Et là où hier, la personne lambda pouvait se balader à pied, eh bien, elle se retrouve limitée. Il y a certaines portions de territoire qui lui sont interdites car trop risquées. Le vélo, pareil, ne peut pas se déplacer sur une autoroute, c'est beaucoup trop risqué. Donc il y a des terrains qui sont maintenant interdits à l'homme de passage. Il développait plus longuement sur ça, je me rappelle plus forcément de tout son manifeste, et j'avais fait donc la lecture en 2 parties, et il n'y a que la 2e émission qui est disponible sur Odyssée. Et je crois même que je l'ai republiée sur YouTube. Mais la première émission, j'arrive plus à remettre la main dessus. On va dire que ces revendications sont assez intrigantes. Alors, que je regarde. Donc, ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie.